Donc, dans le cadre du séminaire d'écriture documentaire, on avait choisi ce film justement parce que je le trouvais assez pertinent dans ce qu'il pouvait présenter comment dire, en termes de retranscription plutôt de la présentation d'un procédé d'écriture cinématographique, notamment pour le cadre d'un grand réalisateur, car précédemment nous avions programmé AK de Chris Marker, et là justement c'était donc l'horloge universelle, et donc qui présentait le travail de Peter Watkins, et à mon sens Peter Watkins est un cinéaste qu'il est essentiel d'évoquer, de présenter, enfin dont vraiment il est important que l'œuvre puisse être visionnée, qu'elle puisse vivre avec toute la richesse qu'elle a à présenter, justement. Parce que Peter Watkins, donc, pour essayer de retracer sa carrière, c'est un réalisateur britannique qui commence sa carrière à la fin fin des années 50, qui notamment commencera, donc fera surtout essentiellement dans le documentaire ou docu-fiction, quoi, ça passe de l'un à l'autre. C'est un, c'est un cinéaste qui, dès son deuxième long métrage, Wargame, La Bombe en français, donc en 65, se fera déjà, donc seulement à l'âge de 27 ans, se fera censurer pendant plus de 20 ans. Et ça, ce sera le cas pour la majeure partie des films de sa carrière, car c'est un cinéaste qui, justement, comment dire, une certaine manière de faire du cinéma qui est, on va dire, assez peu commune et qui justement était intéressante à exposer justement via ce film dans notre programmation. Donc Peter Watkins, ce que retranscrivait l'horloge universelle, c'était une partie de sa carrière qui est, on pourrait dire, la dernière, vu que c'est à la fin des années 90, début 2000, qui tourne son 13e et dernier long métrage, quand même un film qui fera dans sa version la plus longue 5h45, qui est notamment produit par Arte. Et ce qui est intéressant, c'était de voir le travail que faisait Geoff Bowie avec le film L'horloge universelle pour montrer justement le procédé comment dire, de création cinématographique et qui questionne son propre procédé, mais le procédé de création cinématographique qu'a Peter Watkins et finalement comment celui-ci justement fait la différence avec le reste du cinéma, avec les autres cinéastes. Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant avec Peter Watkins, c'est que il a un procédé d'écriture collective finalement. C'est pas, on pourrait dire, la domination totale du créateur, comme pourrait l'être, je sais pas, un Hitchcock ou un Otto Preminger. C'est justement une création collective où même un simple figurant peut avoir une implication, une répercussion sur le processus. Il a aussi sa part, il a aussi son impact. Mais ce qui est intéressant aussi, justement, dans ce film, c'est que c'est aussi l'occasion de présenter plus en profondeur, et pas juste la captation d'un tournage qui retranscrit bêtement telle scène, telle difficulté. Là, on va vraiment plus en avant. Et notamment, par exemple, avec des grandes idées, des grands concepts que Peter Watkins a développés pendant des décennies. Car Peter Watkins a tourné pendant plus de 30 ans dans énormément d'écoles, d'universités, de lycées, dans lesquels il a fait des interventions, de l'enseignement, justement concernant l'image, les méthodologies employées par rapport aux médias, essayer d'avoir un regard critique par rapport aux images auxquelles on est soumis au quotidien, et toutes ces choses-là. Et parmi elles, en fait, justement, euh, il y a un livre assez important qu'il a écrit en 2004 qui s'appelle Media Crisis, et dans lequel, finalement, euh, l'horloge universelle, quelques années avant, déjà étendait les grandes lignes par rapport à des concepts que Watkins a développés sur des décennies, donc fruit de toute son expertise, de toute son expérience. Donc par Media Crisis, la crise des médias, comme le dit Watkins dans son livre, il dit par Media Crisis, j'entends l'irresponsabilité croissante des masses médias audiovisuels et leur impact dévastateur sur l'homme, la société et l'environnement. Donc autant dire qu'il est extrêmement
critique par rapport à l'impact et les répercussions qu'ont les mass médias. Et il va justement développer cela de manière technique par ce qu'il a théorisé comme concept qui est celui de la monoforme. Donc, il s'exprime en ces termes suivants concernant ce principe. Il dit, pour ceux qui me lisent pour la première fois, la monoforme est le dispositif narratif interne, montage, structure narrative, etc., employé par la télévision et le cinéma commercial pour véhiculer leur message. C'est le mitraillage dense et rapide de sons et d'images, la structure apparemment fluide, mais structurellement fragmentée, qui nous est devenue si familière. Ce dispositif narratif est apparu lors des premières années de l'histoire du cinéma avec le travail novateur de D.W. Griffiths et d'autres qui ont développé des techniques de montage rapide, d'action parallèle, d'alternance entre des plans d'ensemble et des plans rapprochés. De nos jours, la monoforme se caractérise également par d'intenses plages de musique, de voix et d'effets sonores, des coupes brusques destinées à créer un effet de choc, une mélodie mélodramatique saturant les scènes, des dialogues rythmés et une caméra en mouvement perpétuel. Fin de citation. C'est que justement là, ce qui est intéressant, c'est que sur ce concept, c'est somme toute assez terrifiant parce qu'en fait, on voit que là, ce n'est pas un cas isolé, c'est absolument global. Et justement, toutes les répercussions que ça a, c'est justement assez fascinant, et c'est aussi ce que montre le film, c'est de voir quelle est la responsabilité qu'ont les médias vis-à-vis du public, vis-à-vis de ce qu'ils présentent, parce que c'est finalement nous qui sommes en première ligne. Ça pose aussi d'autres questions, car en fait, qu'est-ce que l'horloge universelle? L'horloge universelle, en fait, c'est une grille qui est au niveau planétaire, avec les médias, de formatage temporel au niveau des grilles de programmes. Ça veut dire qu'on a des programmes qui font tous une durée déterminée selon le créneau qu'elles doivent emprunter, et en fait, on peut changer à loisir n'importe quel programme, n'importe où, n'importe quand. Donc dans un souci de fluidité. Par contre, le travers de ça, ça veut dire qu'on a une uniformisation totale de tous les formats. On en arrive finalement qu'on peut monter par exemple un documentaire d'un quart d'heure sur la guerre de 100 ans, et justement pour les gens qui font ça et qui réfléchissent avec l'horloge universelle, pour eux, on peut parler de la guerre de 100 ans en 3 heures comme en un quart d'heure, donc que ce n'est pas inhérent à la durée, ce qui est absolument faux et complètement aberrant. Alors concernant justement cette question des mass médias, en fait on pourrait dire il y a une série de questions dans Media Crisis qui justement concernent le rôle des mouvements altermondialistes et des médias justement dans une résistance, un début de revendication de la pensée, notamment vis-à-vis du débat critique qui puisse avoir lieu sur les mass médias. Donc, pourquoi existe-t-il si peu d'écrits et de débats sur la monoforme et ses effets, ainsi que sur l'autoritarisme des mass médias audiovisuels dans le processus social? Pourquoi est-il si difficile de développer l'analyse du rôle joué par les mass médias audiovisuels dans notre perception de l'espace, du temps, du rythme et de l'histoire? Pourquoi débat-on si peu de l'émergence potentielle d'un nouveau rôle pour le public, un élément qui pourrait pourtant inverser le rapport de force existant? Pourquoi les œuvres qui évoquent ces questions sont-elles marginalisées par les mouvements pacifistes? Pourquoi la durée et les processus complexes introduits par les formes audiovisuelles alternatives sont-ils jugés si difficiles d'accès? Comment les journalistes alternatifs pensent-ils pouvoir résoudre la crise des médias en ne changeant que les contenus et les responsables sans toucher aux questions de forme, de processus et de relations publiques? Fin de citation. Et donc justement, toutes ces questions, elles demandent d'être envisagées avec le plus grand sérieux, car là c'est extrêmement vaste, justement, c'est pas simplement, comme il est dit dans la dernière question, de changer ceux qui sont derrière aux commandes, il faut changer toute la machine, il faut changer tout le moteur, absolument tout, parce que justement cette question de la responsabilité des mass médias
par rapport au public, elle est inexistante par rapport à ce qu'il présente. Par exemple, quand on parle d'objectivité ou de devoir de réserve chez les journalistes, ben, il suffit de voir par exemple après le 11 septembre 2001, notamment avec la guerre en Irak, on voit que justement là les médias ont eu un parti pris absolument clair et faisant une propagande étatique à peine dissimulée. Justement, chaque journaliste, chaque personnalité qui venait contredire la ligne de l'État était tout de suite rabroué, mis au banc, marginalisé. Et donc cette marginalisation, c'est exactement ce qu'il est dit dans une des questions, qui est celle de mettre au banc toutes les œuvres qui vont tenter d'essayer, pas seulement de remettre en cause, mais essayer un peu, eh ben, justement, de penser, de réfléchir à la position qu'ont les médias, la posture qu'a le public par rapport aux médias, l'interaction qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de cela. Car finalement, il y a une question aussi qui se démarque par rapport à ça, celle qu'on pourrait dire, celle d'une espèce de pédagogie de la peur. Parce que voilà, c'est la question aussi qui est celle de l'enseignement. Car au quotidien, voilà, la majorité des gens ont un rapport avec les médias, ont un rapport avec la télévision. Et par rapport à ça, justement, il y a un passage que j'aimerais justement pouvoir vous citer, justement, qui est celle de la responsabilité du secteur éducatif dans la crise actuelle des médias. Donc, non seulement l'enseignement classique des médias a occulté toute forme de pédagogie alternative et critique, mais il a activement contribué à accélérer le mouvement de centralisation du pouvoir des médias. Cela a produit des générations d'élèves, donc de citoyens, non critiques, et l'effondrement des chances de voir émerger un débat public sur les masses médias. Plutôt que d'affecter les moyens et les ressources universitaires à une recherche critique sur l'impact global des masses médias, le système d'enseignement des médias, en particulier dans le secteur tertiaire, a transformé de nombreux établissements éducatifs en clones des centres de production hollywoodiens. Parmi l'ensemble des questions largement délaissées par l'enseignement tertiaire, signalons l'effet des masses médias audiovisuels sur notre relation au temps et sur notre capacité de concentration, à la violence et à l'histoire. Au lieu de mener une analyse critique sur la gravité et la spécificité de l'impact produit par la monoforme sur notre société, l'enseignement des médias a légitimé l'utilisation généralisée de ce langage manipulateur. L'enseignement des médias a entériné la marginalisation croissante des enseignants et des réalisateurs qui, au cours de ces 20 dernières années, ont défendu des alternatives et des formes critiques de la pédagogie des médias. Conformément à une politique développée dans les années 1980, de nombreux départements des médias dans les universités ont initié des procédures de recrutement particulièrement sélectives, garantissant une majorité d'enseignants acquis à la culture populaire et aux médias dominants dans les universités, les lycées professionnels et les écoles de cinéma. De la même façon, s'est généralisé le refus de débattre franchement et publiquement des questions soulevées ici. Par l'enseignement de formes narratives aussi brutales que la monoforme et en encourageant les étudiants à accepter sans sourciller la violence à l'écran sous toutes ses déclinaisons, sexisme, esprit de compétition et autres manifestations de l'agressivité humaine, l'enseignement des médias a joué un rôle majeur dans l'escalade de la violence. L'enseignement des médias a fréquemment négligé la question de l'égalité des sexes et n'a pas suffisamment analysé l'impact dévastateur des masses médias audiovisuels sur la perception que nous avons des femmes et de leur rôle dans notre société. En se soumettant aux forces culturelles audiovisuelles les plus populistes et les plus hégémoniques, au premier rang desquelles se trouvent la télévision et le cinéma américain, l'enseignement des médias a largement contribué à affaiblir les initiatives locales et régionales de développement des médias communautaires et de formes audiovisuelles alternatives. Fin de citation. Donc,
justement sur cette facette qui est celle des médias locaux. C'est très intéressant parce que, par exemple, il y a un moment donné où on voit qu'il y a eu des exemples concrets. Justement, Peter Watkins, c'est quelqu'un qui n'est pas juste là pour asseoir sentencieusement des thèses, des concepts, des principes en disant voilà, ça va mal et puis c'est tout. Non, il y a vraiment une proposition, justement, qu'il a en tant que pédagogue et en tant que cinéaste, qui est celle de proposer des solutions, mais non pas d'émettre un dogme, mais justement d'avoir des suggestions, d'adapter les enseignements, les interventions, les actions au milieu dans lequel elles commencent à prendre forme et montrer qu'elles peuvent avoir un développement, un effet, un impact concret. Car à un moment donné, il est évoqué, je crois que c'était aux États-Unis, un endroit dans lequel il y a un média, une télévision locale qui s'est mis en place, donc fait par des gens de la région et qui parle de problèmes du quotidien. Euh, et à un moment donné, il était question notamment un problème de bateau, car la région était composée pour une grande partie de pêcheurs et qui avaient des problèmes avec leurs bateaux par rapport au courant. Et en fait, avec ce moyen collectif qu'a permis le média et l'échange qu'il y a eu entre les gens qui sont concernés par l'information et le moyen de transmettre l'information, l'échange et l'interaction qu'il y a eu, et bien justement, en quelques semaines, des solutions ont été trouvées, les bateaux ont pu avoir des changements et le problème a été résolu. Donc là, vous voyez qu'il y a un impact factuel, matériel, concret par rapport à ce type de pensée et de montrer que finalement tout ça, ce n'est pas parole vaine ni lettre morte, c'est simplement justement tout l'esprit du cinéma de Peter Watkins, donc anticonformiste, mais aussi justement dans sa manière de faire, comme je le disais au début, c'est justement un principe collectif. Et pour justement finir cette après-séance, j'aimerais justement vous parler de ce qui est arrivé après la fin du tournage de la commune, qu'il a tourné donc justement dont l'horloge universelle retranscrit le tournage. C'est qu'en fait à la fin du tournage de ce film, bien souvent voilà, quand on achève comment dire, le tournage d'un film, eh bien les gens se disent au revoir et chacun retourne de son côté. Voilà, il y a une parenthèse qui se referme. Eh bien, là, en fait, il y a eu quelque chose d'assez rare et finalement d'assez beau. C'est qu'en fait, les gens qui ont participé au film ont eu justement par ce processus d'implication collective et d'écriture un investissement qui a été conséquent pour énormément de gens dans ce film. Eh bien, en fait, non, ce n'a pas été une fin, ça a été plutôt un début. Ça a été une amorce, une petite étincelle qui a brillé très fort. Parce qu'en fait, eh ben, une association s'est montée qui s'appelait Rebond de la commune et qui a commencé justement à faire des actions, à faire des rendez-vous avec par exemple certaines réunions où il y avait plus de 300 personnes pour justement parler de questions essentielles, de démocratie, d'égalité homme-femme, de questions qui touchent le quotidien concrètement et factuellement. Donc, voilà, merci à tous et à toutes d'avoir pu assister à cette séance et encore merci pour votre présence. Bonne fin de soirée.